recevons ce soir Alexander Makogonov. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue à vous sur TV5 Monde. Vous êtes le porte-parole de l'ambassade de la Fédération de Russie en France. Une réaction d'abord à cet échange de prisonniers, le plus important, on le disait depuis le début de la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Il y a forcément eu des négociations pour obtenir cet échange. Est-ce que cela veut dire que tous les canaux ne sont pas rompus entre Kiev et Moscou ? Mais à ma connaissance, il s'agit d'un échange des prisonniers entre la République populaire de Donetsk et Kiev. Donc là, je ne peux pas vous commenter les détails de cet échange, puisque ça ne relève pas de la compétence de mon pays. C'était entre cette République et Kiev. Donc là, il y avait... Il y a quand même un lien entre ces républiques autoproclamées et la Russie. Mais en tout cas, c'était une décision des autorités de cette république, donc je ne peux pas les commenter. Donc ça veut dire que les dirigeants de ces républiques autoproclamées discutent avec les autorités de Kiev. Il y a peut-être une certaine ligne de dialogue si ça arrive, si ce genre d'événement a lieu. Est-ce qu'il y a eu des acteurs étrangers ? On sait que certains vont aller en Arabie Saoudite, par exemple. Est-ce que l'Arabie Saoudite a joué un rôle ? Je ne peux pas vous donner de détails, non. Vous ne pouvez pas ou vous n'en avez pas ? Je ne les connais pas, non. Vous ne les connaissez pas. Alors on voit des Russes qui quittent le pays. Alors la Russie est un grand pays, disons-le, plus de 140 millions d'habitants, mais on voit des vols qui sont saturés, des prix qui explosent. On a vu aussi des manifestations dénoncer la mobilisation partielle décrétée par le président russe Vladimir Poutine. Est-ce que ça vous inquiète ? Vous savez, si vous vous souvenez ces embouteillages dans les aéroports européens cet été, là on dirait quoi ? On dirait que les gens fuient leur pays. Non, mais c'est normal, quand les aéroports sont saturés... Mais c'était pour aller en vacances, c'était pas pour fuir la guerre. Oui, mais d'où vous savez que ces gens fuient ? Peut-être qu'ils sont en vacances. Mieux certains. En tout cas, les frontières sont ouvertes, personne ne limite ces gens-là qui veulent partir, et ils peuvent partir, mais croyez-moi... C'est pas une période de vacances en ce moment. Vous savez, mais croyez-moi, les gens mobilisables, c'est-à-dire les gens qui ont déjà servi dans l'armée, qui ont déjà de l'expérience, des acquis nécessaires et la spécialisation militaire nécessaire, ils vont pas fuir. C'est des vrais mecs, ils vont rester dans le Mais vous dans comprenez le quand pays. même qu'il y en a qui ont peur d'aller faire la guerre, c'est pas une activité humaine sans conséquences. Mais si vous parlez de ces jeunes que vous avez vus peut-être dans ces vidéos filmées, je crois à Moscou, ces petites manifestations des jeunes, mais ils sont même pas mobilisables. Je ne sais pas qui a peur, Quel est leur profil selon vous ? On a vu notamment des mères de famille aussi. Pour vous, ce sont quoi ? Des classes moyennes occidentalisées, c'est ce que vous diriez ? C'est plutôt des jeunes qui s'amusent dans la rue, qui s'organisent sur les réseaux sociaux, qui viennent dans la rue pour manifester. Mais en fait, c'est pour s'amuser, pour se filmer sur les caméras de ces smartphones. Il y en a qui ont peur d'aller faire la guerre quand même. On a même vu apparemment sur les algorithmes Internet comment se casser le bras sans se faire mal pour ne pas partir faire la guerre. Il y a plein d'infox qui circulent en ce moment sur Internet, sur les réseaux sociaux, dans les boucles Telegram, etc. Il y en a plein, il y en a des centaines de milliers, je vous assure. Donc, mais juste pour finir sur ce dossier, est-ce que les personnes arrêtées, on évoque près de 1400 personnes, est-ce qu'elles vont être libérées ces prochaines heures ou est-ce qu'elles vont aller en prison ? Ils sont déjà libérés. Ils sont déjà libérés parce qu'il ne s'agit pas d'arrestation, il s'agit de détention provisoire. Après le contrôle d'identité, ces gens sont relâchés presque immédiatement ou peut-être dans quelques heures. Alors, puisque vous parlez d'infox et de propagande, soyons prudents, mais tout de même, il y a eu cet appel téléphonique, un piège visiblement tendu à un homme présenté comme le fils du porte-parole du Kremlin, Nikolai Peskov. Cet homme déclarerait au téléphone qu'il ne veut pas se laisser enrôler pour aller combattre en Ukraine. Votre réaction ? Je ne sais pas à quel point ce genre de scène, de mise en scène, si vous voulez, est véridique. Mais vous condamnez ça, si c'est le cas, d'avoir essayé de piéger le fils du porte-parole du Kremlin ? Je ne peux pas vous donner des commentaires pour les situations dont je ne suis pas sûr. Est-ce que vous attendez à une hostilité croissante en Russie face à cette guerre en Ukraine au fur et à mesure que le conflit dure, avec un risque d'enlisement des troupes russes ? Mais quel est le lien ? Quel est le lien ? Ah bah forcément, vous diriez quoi à une mère de famille qui voit le corps de son enfant rentrer au pays et qui est mort ? En général, c'est que les gens veulent que la guerre s'arrête. Mais vous employez le mot enfant, mais de quel enfant parlez-vous ? Je vous répète, si on parle des gens mobilisables, il s'agit des personnes qui ont déjà servi dans l'armée. Non, mais ce n'est pas la question, c'est de dire, est-ce que si le conflit dure, s'il dure encore 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, est-ce que vous ne craignez pas que Vladimir Poutine devienne impopulaire et qu'il y ait un mouvement de contestation plus important que celui qu'on voit aujourd'hui ? Mais tout d'abord, on espère vivement que ce conflit va se terminer le plus vite possible. Tout ce qui se passe en ce moment, cette volonté pour l'escalade, ça provient directement, disons concrètement, de la partie ukrainienne. C'est eux qui le veulent. C'est eux, malgré tous nos avertissements, malgré tous nos appels aux négociations, etc. C'est eux qui veulent continuer la guerre. Alexander Makogonov, à partir de quand la Russie dira « nous avons atteint nos objectifs, nous mettons fin à cette guerre ». C'est la Russie qui a déclenché son offensive. C'est à la Russie, sans doute, de l'arrêter en premier. À partir de quand vous direz « nous avons gagné militairement, nous arrêtons » ? Lorsque
les objectifs fixés à tout début de cette opération militaire seront atteints. Il y a des objectifs très clairs. C'était le Donbass, c'était pas Kherson, c'était pas Odessa. Oui, écoutez, mais la situation militaire a demandé aussi de protéger ces gens-là sur ces territoires, ces gens russophones qui lient leur existence et leur destin futur avec la Russie. Vous parlez du Donbass? Non, je parle des gens aussi. À Kherson, hier, on avait les deux sons de cloche hier. Il y en a qui disaient effectivement qu'ils étaient plutôt du côté russe et d'autres qui disaient qu'ils étaient plutôt du côté ukrainien, qui ne voulaient pas du tout de la présence russe. C'est plus nuancé que ça. Comment venir à la table des négociations? La Chine appelle au dialogue. La Chine est une grande puissance, c'est un allié de la Russie. Pékin, hier, après les déclarations du président Vladimir Poutine, a dit il faut discuter pour que la paix revienne. Oui. Quelles sont les conditions russes pour se mettre autour d'une table? Mais les conditions russes sont très claires. On les a énoncées déjà plusieurs fois à tous les niveaux d'État. En fait, ces conditions convergent entièrement avec les objectifs de l'opération militaire. C'est-à-dire l'Ukraine doit être démilitarisée, dénazifiée, le Donbass doit être reconnu. Bon, en tout cas, les nouvelles réalités géopolitiques devront être reconnues. Mais pourquoi l'Ukraine accepterait vos conditions et pourquoi vous n'accepteriez pas les conditions ukrainiennes? Quelles conditions ukrainiennes? L'Ukraine a torpillé complètement les négociations. Ils ne veulent plus négocier. Ils veulent plus négocier. Ils veulent continuer la guerre. Poussés par l'Occident, inspirés et incités par l'Occident, ils veulent continuer la guerre, peut-être jusqu'au dernier Ukrainien. Quand vous dites l'Occident, les États-Unis, on imagine bien sûr. Est-ce que vous considérez qu'un pays comme la France, qui arme l'Ukraine, est en guerre avec votre pays? Non, on ne veut pas, franchement, on ne peut pas y penser. Oui ou non? Non. Mais ça, c'est une question très délicate. C'est sensible. Ouais, c'est très sensible. Mais en tout cas, on sait très bien. Mais la Russie en veut à des pays comme la France d'armer l'Ukraine? En tout cas, on sait très bien que Kiev n'est pas indépendant, que Kiev est très bien contrôlé de l'extérieur, et c'est pour ça qu'ils ne peuvent pas même décider sur leur propre sort. Contrôlé par leurs sponsors qui tirent les ficelles, les États-Unis et les alliés des États-Unis. La France donc notamment, l'Union européenne. Ouais. Une question tout de même sur Izium, c'est dans la région de Kharkiv. Vous attendiez sans doute que je vous pose la question. Il y a eu, alors soyons prudents, beaucoup de médias effectivement ont évoqué des charniers. Il y a des cimetières, vous le dites vous-même, avec des croix, ce qui est sur les images incontestables, personne ne le nie. Est-ce que vous pouvez nous dire ce soir, les yeux dans les yeux, qu'il n'y a pas eu d'exaction contre des civils dans cette ville d'Izium ou contre des prisonniers de guerre? Mais imaginez, lorsque les troupes russes occupaient ce territoire, nous avons même commencé à distribuer les passeports russes à des habitants locaux. Nous avons commencé à mettre en place les systèmes de l'éducation dans les écoles selon le programme russe. Mais comment, en même temps, nous pouvons torturer ces gens-là, les tuer et les enterrer dans les charniers? C'est des choses incompatibles. De quoi parle-t-on? Les gens qui n'étaient pas d'accord avec la présence russe, qui n'aiment pas peut-être les Russes, la Russie, etc., ils sont déjà partis depuis très longtemps. Une question, parce que l'armée russe est partie, puisque vous dites que vous avez des soutiens. Oui. On imagine que vous pensez que l'armée ukrainienne va commettre, sans doute, peut-être, une chasse aux sorcières, voire qui a collaboré avec vous. Oui. Est-ce que vous avez des informations à ce sujet? Est-ce que vous n'avez pas le sentiment de les abandonner aussi? Puisqu'ils sont pour vous et que l'armée russe part, ça veut dire que vous les abandonnez. On ne les abandonne pas. Peut-être on a reculé pour revenir. Mais ce sont des civils. L'armée russe n'a pas les moyens de les protéger? Vraiment, une grande majorité des civils a réussi de s'évacuer quand même de ce territoire. Les autres, quand même, là maintenant, ils font l'objet entre guillemets, des opérations punitives de la part du régime de Kiev en tant que collaborationnistes. Imaginez. Donc là, ces gens sont persécutés. Oui, il y a beaucoup de messages qu'on reçoit. C'est vraiment ça. Et là, je ne peux pas vous donner ces preuves-là, mais en tout cas, c'est ce que le régime de Kiev a déclaré ouvertement. Ils ne cachent même pas qu'ils vont persécuter, qu'ils ont, mettre en place des mesures de filtration. Voilà, ça s'appelle comme ça, justement, à l'égard des collabos. Donc, c'est-à-dire que tous ces gens-là qui sont restés sur ce territoire sont considérés d'office comme collabos. Parce que là, il accueillait les Russes, ils acceptaient l'aide humanitaire de la part des Russes, même quelques allocations. Et donc là, puisqu'ils ne se battaient pas contre les Russes, ils sont automatiquement considérés comme des collabos. Imaginez leur sort, imaginez ce qu'ils vont vivre et ce qu'ils vivent déjà en ce moment. Monsieur, on va maintenant parler de ces référendums qui ont lieu à partir de demain vendredi sur 4 jours dans les deux républiques autoproclamées de Donetsk et de Louhansk. C'est dans le Donbass, 2 territoires aussi du sud, si je ne m'abuse. Qu'est-ce qui va changer concrètement? Parce qu'il y a ces propos de l'ancien président et l'ancien Premier ministre Dmitry Medvedev qui déclare « La Russie a annoncé que toutes les armes russes, y compris les armes basées sur de nouveaux principes, pourraient être utilisées pour protéger les territoires incorporés ». Est-ce que ça veut dire que si ces territoires
qui seront sans doute annexés dans 4 jours, sont touchés par un missile ukrainien. Est-ce que ça veut dire que la Russie pourrait utiliser une arme nucléaire tactique pour les protéger ? Non, tout d'abord, ces territoires ne seront pas annexés parce qu'il s'agit du vote populaire, de la volonté des habitants de ces régions de voter. Au regard du droit international, ils seront annexés. Non, au regard du droit international, ils ont le droit à l'autodétermination. Ils ont le droit de voter au référendum. Le référendum, c'est une pratique absolument normale dans chaque démocratie. Pourquoi les Suisses, par exemple, ils votent au référendum pour chaque question, peu importe le niveau, tout genre de questions, même au niveau local. Ouais, donc vous considérez en tous les cas que ce sont des territoires, comme le dit Dmitri Medvedev, incorporés à la Russie. Sur ça, on est d'accord. Quelles conséquences, encore une fois, si ces territoires venaient à Ils feront partie de la Russie. Ils feront partie de la Russie avec toutes les conséquences qui en découlent. Donc il peut y avoir une frappe nucléaire sur... Pourquoi une frappe nucléaire ? Pourquoi le rattachement de ces territoires automatiquement veut dire une frappe nucléaire ? Vladimir Poutine a dit pas de bluff, attention, si on attaque notre pays... Est-ce qu'il a évoqué une possibilité de frappe nucléaire ? Il n'a pas prononcé le mot, il a dit tous les moyens. Il a dit tous les moyens. Donc là, je vous invite à lire encore une fois le texte de son intervention. Là, tout est clair et net. Et c'est quoi le moyen le plus fort que la Russie pourrait utiliser ? Mais vous savez très bien, nous avons tous les moyens, même les plus sophistiqués. Donc là, pour défendre notre peuple et notre territoire, en fonction de la situation, ces moyens seront utilisés. Et Emmanuel Macron appelle à mettre le maximum de pression sur le président russe Vladimir Poutine. Qu'est-ce que ça vous inspire ? C'est ce que l'Occident fait au quotidien, depuis déjà 2014. Vous savez le nombre total des sanctions que l'Occident a adoptées contre la Russie depuis 2014 ? Plus de 11 000. Mais imaginez, donc c'est pas la pression tout ça, et c'est ce que l'Occident continue à faire au lieu de privilégier la solution diplomatique, les pourparlers, l'entente, un certain accord sur des choses qui inquiètent tout le monde. Juste pour revenir, pardonnez-moi Alexander Makagonov, une question m'échappe, mais pour revenir juste sur les armes nucléaires, l'Occident aussi parle d'armes chimiques aujourd'hui. Quelles armes pourriez-vous utiliser, la Russie pourrait utiliser ? Tout d'abord, la Russie n'a plus d'armes chimiques. Nous avons éliminé tout le stock des armes chimiques en 2017. Donc, il y a tous les certificats nécessaires, il y a tous les documents au niveau international qui le prouvent. Donc là, il n'y a plus d'armes chimiques, il ne faut pas spéculer sur cette question-là. Mais si j'incite par contre sur la frappe tactique, c'est que pour la Russie, militairement, elle n'est pas considérée du tout comme une arme non conventionnelle, elle est considérée comme une arme conventionnelle, c'est un choix de la Russie. C'est pour ça que je vous pose la question. Mais bon, en tout cas, c'est pour mettre la pression sur l'OTAN aussi de dire ça ? Non. De dire attention, ne jouez pas avec le feu. On veut avertir tout simplement ceux qui chérissent, qui tentent cette velléité, si vous voulez, de punir la Russie, de menacer la Russie ou même frapper la Russie. Donc pour qu'ils sachent tout simplement que la Russie a tous les moyens nécessaires pour répondre. Ouais. Et juste une dernière question pour terminer. La Russie tient souvent le discours de l'hégémonie des États-Unis, de l'impérialisme. Est-ce que vous, parfois, vous n'avez pas le sentiment, vis-à-vis de pays voisins, de véhiculer aussi une sorte d'impérialisme russe ? Pas du tout, parce qu'avec tous nos pays voisins, si on parle des ex-républiques de l'Union soviétique, nous avons des relations d'égal à égal, c'est des relations de respect mutuel. Quand le président chinois dit qu'il tient à l'indépendance, à l'intégrité du Kazakhstan, en filigrane, il faut lire la Russie quand même. Pour le coup, là, c'est pas les États-Unis qui... Je ne vais pas interpréter les propos du leader chinois. Ouais. Merci beaucoup Alexander Makagonov d'avoir répondu à nos questions. Merci donc dans 64 minutes sur TV Seconde. Merci à vous.